Il faut commencer par une idée presque cruelle. Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence n'est pas simplement un mauvais film de franchise. C'est un film qui révèle par son échec même ce qui faisait la beauté du premier Home Alone. Il fonctionne comme un négatif photographique. On regarde 2021 et par contraste, le film de 90 réapparaît avec une netteté presque douloureuse. La précision du découpage de Chris Columbus, la mécanique morale de John Hughes, la musique de John Williams, le visage de Macaulay Culkin, l'architecture du foyer américain, la cruauté cartoonesque transformée en conte de Noël. Le film de Dan Metzer arrive après une longue dégradation de la saga. Après les 2 opus Columbus, heu, il y avait eu Maman, je m'occupe des méchants en 97, puis les téléfilms et suites plus ou moins fantomatiques. En 2021, Disney récupère la marque comme on ressort une boule de Noël cassée. Elle brille encore, mais le reflet est fendu. Le film sort directement sur Disney+ le 12 novembre 2021. Dans un contexte très clair de relance de catalogue, de nostalgie industrialisée, de plateforme en quête de contenu identifiable. Movie Insider le décrit d'ailleurs comme une production Disney+, pensée comme un reimagining de Home Alone pour une nouvelle génération. Et c'est déjà le problème. Home Alone n'est pas seulement une formule, c'est un équilibre. Un enfant seul, une maison, deux intrus, des pièges, Noël. On peut croire que cela suffit, mais ce serait réduire Psychose à une douche, Les Dents de la Mer à un requin, Alien à un monstre dans un couloir. Une formule n'est vivante que si elle repose sur une logique interne. Or, Home Sweet Home Alone reprend les signes, mais oublie l'algèbre secrète. Dans le premier film, Kevin McAllister est insupportable, certes, mais il est aussi réellement abandonné, réellement effrayé, réellement contraint de grandir. Les Wet Bandits sont des adultes menaçants, grotesques et cupides. La violence des pièges devient donc une violence carnavalesque, une vengeance enfantine contre un monde adulte qui a failli. Le spectateur accepte les brûlures, les chutes, les clous, les coups de fer à repasser parce que Harry et Marv sont des figures de cartoon criminels. Ils appartiennent autant à Tex Avery qu'à Dickens. Ils sont le loup qui revient toujours sous l'enclume. Dans le film de 2021, le couple d'intrus, Pam et Jeff, interprétés par Ellie Kemper et Rob Delaney, n'est pas vraiment monstrueux. Ils sont endettés, débordés, au bord de perdre leur maison. Ils pensent que l'enfant a volé une poupée de valeur qui pourrait sauver leur situation financière. Autrement dit, le film demande aux spectateurs de compatir avec ceux qui vont ensuite se faire martyriser. Le dispositif moral se dérègle. Les pièges ne sont plus une libération enfantine, ils deviennent un malaise comique. Le film essaye de jouer au cartoon, mais il a installé des humains à la place des coyotes. C'est le grand nœud théorique du film, le slapstick ne pardonne pas l'ambiguïté morale mal maîtrisée. Buster Keaton peut recevoir une façade de maison sur le corps parce que son cinéma repose sur une abstraction géométrique. Chaplin peut tomber, fuir, glisser, être frappé parce que son corps est un instrument social, presque musical. Laurel et Hardy peuvent être détruits par le monde parce que leur douleur est chorégraphiée comme une valse de l'idiotie. Dans Home Alone, Harry et Marv appartiennent à cette lignée, leurs corps sont déjà irréels. Joe Pesci et Daniel Stern ne jouent pas des cambrioleurs plausibles, ils jouent des volumes, des cris, des silhouettes. Ils sont des sacs de pommes de terre avec une âme de vaudeville. Ellie Kemper et Rob Delaney, eux, sont trop humains, trop sympathiques, trop proches du sitcom naturaliste. Le film leur donne une motivation sociale, puis les jette dans une machine à torturer. Cela crée une drôle de panne. Le spectateur ne sait plus s'il doit rire, grimacer ou appeler une assurance habitation. Metacritic reflète d'ailleurs cette réception critique très froide. Certaines critiques pointant précisément le cœur problématique du film et son incapacité à retrouver le charme du classique de 1990. Le film est donc fascinant à analyser parce qu'il rate une chose très précise. Il confond l'inversion avec la réinvention. Sur le papier, l'idée pouvait être intéressante. Et si les méchants étaient des parents dépassés? Et si l'enfant était moins innocent? Et si le conflit reposait sur un malentendu plutôt que sur une menace criminelle? Cela aurait pu donner une satire féroce de la classe moyenne américaine post-crise, une sorte de parasite pour enfants en pyjama de Noël. Un film sur la propriété, la dette, les objets de collection, la panique immobilière, la disparition du confort domestique. Après tout, la maison de Home Alone est déjà un fantasme économique. La demeure McAllister de 1990 est un château bourgeois déguisé en foyer familial. Kevin défend moins une maison qu'un idéal de propriété américaine. Mais Home Sweet Home Alone ne pousse jamais cette idée jusqu'au bout. Il l'effleure puis recule. Il veut être une satire sociale mais sans venin. Il veut être cruel mais sans assumer la cruauté. Il veut être moderne mais reste prisonnier du musée. Il veut inverser les rôles mais revient toujours à la structure originelle comme un chien rappelé par un sifflet. Le film appartient alors à une catégorie très contemporaine, le reboot patrimonial. Ce ne sont plus vraiment des films, ce sont des contrats de reconnaissance. Le spectateur doit identifier la marque, les scènes, les motifs, les clins d'œil, les répliques recyclées. C'est un cinéma du tu te souviens où la mémoire devient le moteur dramaturgique. On ne raconte plus seulement une histoire, on réactive une sensation déjà vendue.
On pense à Ghostbusters Afterlife, aux suites tardives de Jurassic World, au remake Disney en prise de vue réelle, à Hocus Pocus 2, à A Christmas Story Christmas, dont dans les meilleurs cas cela donne une méditation mélancolique sur le temps, comme Creed avec Rocky ou Top Gun Maverick, qui transforme le retour en rituel funéraire et héroïque. Dans les pires cas, cela donne un album Panini scénarisé, Home Sweet Home Alone, et entre les deux, mais il penche dangereusement vers la vitrine de boutique Disney, où tout est propre, éclairé, garanti sans surprise. Le rapport au décor est ici essentiel. Le premier Home Alone est un film de maison, pas seulement parce qu'il se déroule dans une maison, mais parce que sa mise en scène pense la maison comme un territoire. Columbus filme les escaliers, les couloirs, les portes, la cave, le grenier, les chambres, la cuisine. Kevin apprend l'espace. Il transforme le foyer en forteresse. C'est du cinéma topographique. On pourrait presque dresser un plan mental de la maison McAllister. La demeure devient un personnage. Dans le film de 2021, la maison est plus abstraite, plus décorative, plus plateforme. Elle ressemble à un espace de production plutôt qu'à un lieu habité. Le film a été tourné notamment au Canada, à Montréal et sur la rive sud avec une sortie annoncée sur Disney+ le 12 novembre 2021. Ce déplacement géographique n'est pas en soi un défaut, le cinéma a toujours triché avec les lieux, mais ici la triche est moins organique. Le monde manque de grains. Le Chicago supposé devient un décor générique de Noël, un lotissement mental, un papier cadeau autour d'un vide. La grande force du premier Home Alone, c'est qu'il est à la fois irréaliste et concret. La violence est impossible, mais la maison est réelle. La famille est caricaturale, mais les tensions domestiques sont reconnaissables. La solitude de Kevin est exagérée, mais son sentiment d'abandon est juste. Dans Home Sweet Home Alone, tout semble au contraire flotter dans une zone médiane. Pas assez fou pour être cartoon, pas assez incarné pour être touchant, pas assez méchant pour être satire, pas assez tendre pour être conte. On peut dire que le film souffre d'une maladie fréquente du cinéma familial contemporain, la peur de la ligne claire. Le cinéma familial des années 80 et 90 acceptait souvent une certaine brutalité. Gremlins était un film de Noël monstrueux. The Goonies flirtait avec la mort. Beetlejuice était macabre. Qui veut la peau de Roger Rabbit transformait le cartoon en cauchemar noir. Même Maman, j'ai raté l'avion n'était pas si doux. C'est un film sur l'abandon, la culpabilité parentale, la peur de l'étranger, la maison comme citadelle, l'apprentissage par la violence. Le tout emballé dans une partition céleste de John Williams. Évidemment, une hostie musicale sur une enclume. Le film de 2021, lui, veut tout neutraliser. Il veut que personne ne soit trop coupable. Les parents sont distraits, mais pas odieux. L'enfant est pénible, mais pas vraiment mauvais. Les intrus sont hors la loi, mais compréhensibles. La violence est douloureuse, mais censée être drôle. Le résultat est une comédie sans véritable axe moral. Et dans une farce, l'axe moral est la colonne vertébrale. Même quand la farce est anarchique, elle sait où frapper. Le personnage de Max Mercer est à ce titre problématique. Archie Yates, révélé par Jojo Rabbit, avait une présence évidente, une rondeur, une diction, un potentiel comique, mais le scénario ne lui offre pas l'équivalent du parcours de Kevin. Kevin passait de l'égocentrisme à la responsabilité. Max passe surtout de l'agacement à l'agacement décoré. Le film lui donne des punchlines, mais pas de solitude véritable. Il est home alone, mais rarement abandonné dans le sens émotionnel du terme. Il est seul dans une situation, pas dans un gouffre. Or, Home Alone est fondamentalement un film sur un gouffre. Kevin souhaite que sa famille disparaisse. Elle disparaît. Le fantasme enfantin devient réalité. Toute la beauté du film vient de cette punition magique. Obtenir exactement ce qu'on a demandé, puis découvrir l'horreur de ce désir. C'est presque du conte moral à la Grimm. Le foyer devient un royaume vide. L'enfant roi doit apprendre que régner seul, c'est aussi trembler seul. Dans Home Sweet Home Alone, le vœu n'a pas cette puissance mythologique. L'absence familiale est mécanique, un prétexte. On coche la case avion, oubli, enfant seul. Mais le cœur symbolique manque. C'est comme rejouer le magicien d'Oz, sans tornade intérieure. D'ailleurs, le matériel promotionnel officiel insiste sur la formule No place like home, sweet home, ce qui renvoie presque explicitement au motif du retour au foyer. Mais le film ne parvient jamais à faire de ce retour une révélation intime. La présence de Buzz McAllister, joué à nouveau par Devin Rattray, est intéressante. Elle confirme que le film n'est pas seulement un remake flottant, mais qu'il entretient un lien entre les deux premiers. Entertainment Weekly soulignait en 2025 que ce retour de Buzz comme policier inscrit techniquement le film dans la continuité des originaux plutôt que dans un pur redémarrage. Mais ce caméo pose une question terrible. À quoi sert la continuité si elle ne produit aucun vertige? Buzz apparaît comme une étiquette d'authenticité collée sur une marchandise. Et il ne vient pas troubler le récit, il vient certifier la marque. C'est là qu'il faut parler de la musique. John Damney compose la partition du film en reprenant l'ombre de John Williams. Or, Williams, dans les deux premiers Home Alone, ne faisait pas seulement Noël, il donnait une dimension liturgique à une comédie de pièges domestiques. Sa musique transformait le McAllister en famille de contes.
La maison en cathédrale résidentielle, Kevin en petit chevalier médiéval de banlieue. Les chœurs, les clochettes, les cordes, les envolées donnaient à l'action une dignité émotionnelle presque disproportionnée. C'était précisément cette disproportion qui faisait la magie. Dans le film de 2021, la musique agit davantage comme un parfum de reconnaissance. Elle rappelle, elle enveloppe, elle ne transfigure pas. Ce n'est pas forcément la faute de Demney, compositeur solide, capable de pastiche et d'efficacité. C'est plutôt que le film ne lui donne pas d'espace mythologique. Une musique de conte ne peut pas sauver un récit qui ne croit pas vraiment à son propre enchantement. La mise en scène de Dan Mazer est également révélatrice. Mazer vient d'une comédie plus adulte, plus abrasive, associée notamment à des formes d'humour télévisuel ou satirique. Le scénario est signé Mickey Day et Strater Sedball, tous deux liés à Saturday Night Live, ce qui explique en partie la structure par sketch. Les seconds rôles comiques, les ruptures de ton, les blagues qui semblent parfois attendre un rire enregistré. Disney indique officiellement que le scénario est de Day et Sidel, d'après John Hughes. Le problème, c'est que Home Alone n'est pas un sketch étiré, c'est une mécanique de suspense comique. Le premier film fonctionne presque comme un film de siège. Il y a une montée, une préparation, une attente, une invasion, une succession d'épreuves, une résolution. La dernière partie est du pur cinéma d'action burlesque, mais préparé par un vrai sens de l'espace et du tempo. Columbus sait que le rire a besoin d'une géographie. Un piège drôle est un piège compris avant d'être subi. On doit savoir où est la porte, où est l'escalier, où est le jouet, où est le clou, sinon la douleur tombe du ciel. Dans Home Sweet Home Alone, les pièges existent bien sûr. Il y a des projectiles, des chutes, des brûlures, des perforations, des destructions, mais ils semblent moins découler d'une stratégie enfantine que d'une obligation contractuelle. Le troisième acte doit contenir le catalogue des tortures, donc il le contient. La violence est livrée, mais sans crescendo jubilatoire. On n'a pas la sensation que Max compose une symphonie de défense domestique. On a la sensation que le film ouvre un tiroir intitulé Piège Home Alone et verse le contenu sur le sol. Il y a pourtant une idée comique presque brillante qui traverse le film, le malentendu autour de la poupée. Dans une autre version plus noire, plus précieuse, plus mordante, cela aurait pu devenir une fable sur la valeur absurde des objets, sur le capitalisme sentimental, sur la collection comme maladie, sur les familles qui ne tiennent plus que par la revente d'un bibelot. On aurait pu imaginer Joe Dante derrière la caméra, avec des jouets inquiétants, des adultes hystériques, des enfants consommateurs, une Amérique de Noël rongée par eBay. Ou les frères Cohen en version familiale, où chaque personnage comprend mal la situation, ment un peu, panique beaucoup et transforme une bêtise en guerre de voisinage. Mais Dan Mazer n'est ni Dante ni les Cohen, et Disney Plus n'a probablement pas commandé un cauchemar consumériste. Le film reste gentil, trop gentil pour être féroce, trop cynique pour être innocent. C'est ici que la comparaison avec John Hughes devient inévitable. Hughes avait un talent fou pour comprendre l'adolescence et l'enfance comme des états de guerre émotionnelle. The Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off, Sixteen Candles, Uncle Buck, Planes, Trains and Automobiles, puis Home Alone, son cinéma est traversé par des personnages qui veulent être vus, aimés, reconnus, mais qui ne savent pas le demander autrement que par la colère, le mensonge ou la fuite. Kevin McAllister est un personnage huguésien miniature. Il se croit mal aimé, il transforme sa frustration en vœu de disparition, puis il découvre que la famille est une chose insupportable dont l'absence est encore pire. Max Mercer, lui, semble écrit après la formule, pas avant. Il n'est pas la source du film, il est la fonction enfant oublié. Le film de 2021 est donc moins un récit qu'une reconstitution, et là on peut parler d'archéologie ratée. Quand Spielberg reprend West Side Story, il ne se contente pas de refaire, il déplace la caméra, reconfigure l'espace urbain, relie les tensions raciales, redonne du poids au corps. Quand David Lowery fait Peter Pan et Wendy, même imparfaitement, il cherche au moins une mélancolie du mythe. Quand The Muppets de 2011 relance une franchise, il met la nostalgie au centre du récit. Les personnages savent qu'ils sont oubliés, et le film raconte cette lutte contre l'oubli. Home Sweet Home Alone, lui, ne pense pas sa propre condition de revenant. Il est un fantôme qui croit être vivant. C'est pour cela que la déclaration récente de Chris Columbus est si intéressante. En 2025, le réalisateur des deux premiers films expliquait qu'il ne pensait pas qu'il fallait continuer la franchise, estimant que le moment de 1990 était impossible à recréer et que le deuxième film avait fonctionné parce qu'il était arrivé rapidement avec la même équipe et le même âge des acteurs. Cette phrase est presque la clé du cercueil. Home Alone n'était pas seulement une propriété intellectuelle. C'était un instant, une conjonction, un enfant précis, une époque précise, une idée de la famille américaine précise, une économie du cinéma familial précise. Le premier Home Alone est sorti à un moment où le cinéma familial américain pouvait encore être un événement de salle massif. Il a rapporté environ 476 millions de dollars dans le monde pour un budget d'environ 18 millions, tandis que Home Alone 2 a dépassé 350 millions pour un budget autour de 28 millions. Ces chiffres ne sont pas que commerciaux, ils disent quelque chose d'un rapport collectif au film. Home Alone fut un rituel public avant de devenir un rituel télévisuel. Home Sweet Home Alone, lui, naît déjà comme contenu de plateforme. Il n'a pas à conquérir le monde, il doit remplir une case de menu. Et cela se voit. Le cinéma de plateforme a parfois une qualité étrange. Il semble conçu pour être vu pendant qu'on emballe des cadeaux, consulte son téléphone ou surveille une cuisson. Il doit être identifiable en 3 secondes, lisible de loin, peu risqué.
immédiatement classable. C'est un cinéma de la vignette. Home Sweet Home Alone a cette texture propre, disponible, consommable, oubliable. Le film ne se plante pas en beauté, il se dissout avec politesse. Pourtant, il serait trop facile de simplement le frapper avec une pelle à neige critique. Il faut lui reconnaître quelques qualités. Ellie Kemper et Rob Delaney ont une vraie énergie comique. Ils ne sont pas mauvais, loin de là. Ils sont même parfois meilleurs que le film qui les contient. Il essaye de jouer la panique domestique, la fatigue parentale, la gêne sociale. Elling Bay apporte une présence maternelle plus vive que ce que les scénarios lui donnent. Kate Atkinson et Chris Parnell rappellent par éclair que le film aurait pu devenir une comédie chorale absurde. Mais le casting est pris dans une contradiction. Plus les adultes sont bons, plus le film devient moralement bancal. Si Pam et Jeff étaient des monstres, les pièges seraient réjouissants. Comme ils sont touchants, les pièges deviennent presque embarrassants. Le film a engagé des acteurs capables de nuances, puis leur demande de se comporter comme des cibles de fêtes foraines. On peut même dire que Home Sweet Home Alone a un problème de cruauté démocratique. Dans les deux premiers films, la cruauté est hiérarchisée. Kevin souffre émotionnellement, les bandits souffrent physiquement, les parents souffrent moralement. Chaque personnage reçoit sa punition dans son registre. En 2021, tout se mélange. Les adultes souffrent physiquement alors qu'ils ont déjà une détresse économique. L'enfant souffre peu moralement, les parents reviennent dans un arc convenu. La balance dramatique est faussée. Le titre français, ça recommence, est d'ailleurs presque involontairement cruel, car oui, ça recommence, mais ça recommence comme une photocopie dont chaque passage aurait perdu du contraste. Il y a encore Noël, encore l'enfant oublié, encore les intrus, encore les pièges, encore le retour de la famille, mais ce qui manque, c'est le sentiment d'une nécessité. Le premier film donnait l'impression qu'un cauchemar d'enfant avait pris forme. Celui-ci donne l'impression qu'une comité a validé une matrice. Il faut aussi évoquer la question des téléphones portables et de la modernité. Le principe des Home Alone est profondément pré-numérique. Il repose sur l'absence, l'erreur, la difficulté à joindre quelqu'un, la panique logistique. Refaire Home Alone au XXIe siècle oblige soit à intégrer le téléphone comme obstacle dramaturgique, soit à trouver une justification presque magique à l'isolement. Or, c'était peut-être le cœur possible du remake. Comment être seul quand tout le monde est joignable? Comment être abandonné à l'époque de la géolocalisation? Comment transformer une maison connectée en terrain de jeu? Le film aurait pu devenir un panic room pour enfants, un smart house hostile, un home alone domotique, où Alexa remplace le vieux gangster en VHS. Il préfère revenir aux gags physiques classiques comme si 1990 n'avait pas bougé. Et puisqu'on parle de VHS, le premier Home Alone contenait déjà un rapport délicieux au faux cinéma, avec le film Gangster fictif 500 with 50 Souls, pastiche des polars Warner des années 30. C'était une idée très cinéphile. Kevin se défendait grâce à une image de cinéma. Le cinéma devenait arme domestique. Dans Home Alone 2, le gag revenait avec Angels with Heaven 50 Soul. Et Home Sweet Home Alone tente de rappeler cette tradition, mais là encore, la citation est moins de mystère. Elle n'invente pas un faux patrimoine aussi savoureux, elle signale qu'elle connaît l'ancien gag. C'est une différence majeure entre hommage et référence. L'hommage prolonge une énergie, la référence pointe du doigt un cadavre esquis. On peut alors replacer le film dans une histoire du cinéma de Noël. Le grand film de Noël n'est pas forcément doux. La vie est belle de Capra est traversée par le suicide, la faillite, la tentation de disparaître. Scrooge est agressif, Gremlins est anarchique, Die Hard pour les hérétiques. Magnifique transforme Noël en siège capitaliste. Batman Returns fait de Noël un opéra gothique de solitude et de monstres abandonnés. Le Noël de cinéma est souvent un théâtre de crise. La famille explose, l'argent manque, les fantômes reviennent, les exclus regardent les fenêtres allumées. Home Alone s'inscrivait dans cette lignée sous le papier cadeau. Il y avait une peur primitive, être oublié par ceux qui devaient nous aimer. Home Sweet Home Alone aperçoit cette profondeur, mais ne descend jamais dans la cave. Il préfère rester au rez-de-chaussée, là où les lumières sont jolies. Le film devient alors le symptôme d'un rapport contemporain à l'enfance. Kevin avait le droit d'être odieux, vulnérable, inventif, coupable, héroïque. Il était un enfant de comédie, donc un petit chaos ambulant. Max, lui, semble écrit dans un monde où l'on hésite entre enfant roi et enfant produit. Il doit être drôle, mais pas trop inquiétant, malin, mais pas trop sauvage, seul, mais pas trop abandonné, coupable, mais vite excusé. Le résultat est paradoxal. Il paraît parfois plus antipathique parce que le film refuse de vraiment le confronter à ses contradictions. On peut imaginer une version beaucoup plus forte où Max comprend qu'il a mal jugé Pam et Jeff, où les pièges deviennent progressivement un cauchemar dont il perd le contrôle, où la maison se détruit comme le symbole d'un privilège absurde, où le trio finit par s'unir contre une menace plus grande, promoteur, police, famille, voisins, système, une version où la comédie bascule vers la fable sociale. Mais ce n'est pas ce film-là. Ce film choisit la réconciliation molle, le retour à l'ordre, la neige numérique sur les blessures. La réception critique fut logiquement rude. Rotten Tomatoes montre des retours aux spectateurs très sévères, reprochant notamment un personnage principal peu aimable et une impression de sketch SNL étiré. Metacritic agrège également des critiques professionnelles très basses, dont certaines soulignent l'aspect inutile ou esthétiquement pauvre de cette relance. Mais ce qui m'intéresse n'est pas seulement que le film soit mal reçu, c'est qu'il soit mal reçu pour de bonnes raisons. Non parce qu'il trahit superficiellement l'original, mais parce qu'il échoue à comprendre le contrat émotionnel et burlesque de la saga.
Car on peut très bien trahir un original avec génie. La Mouche de Cronenberg trahit le film de 1958 et devient un chef-d'œuvre organique. The Thing de Carpenter réinvente Hawks par la paranoïa et la chair. Suspiria de Guadagnino prend Argento à revers, remplace la couleur par la politique du corps. Même Adam's Family Values comprend qu'une suite doit parfois accentuer la monstruosité plutôt que répéter la recette. Le problème de Home Sweet Home Alone n'est pas qu'il change trop, c'est qu'il ne change pas assez et surtout pas au bon endroit. Il inverse les sympathies sans refonder la mécanique. Il modernise le contexte sans moderniser la solitude. Il cite la saga sans réinventer son rapport au foyer. Il ajoute de la conscience sociale sans accepter ses conséquences. Il emballe une vieille bombe dans du papier Disney ⁇ et s'étonne qu'elle ne fasse qu'un petit pouf sous le sapin. Pour une conclusion d'exposé, je dirais ceci. Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence, c'est un film presque plus intéressant à disséquer qu'à regarder. Comme objet de cinéma, il est faible. Comme symptôme industriel, il est passionnant. Il montre la difficulté contemporaine à refaire le film familiaux des années 90 parce que ces films reposaient sur un mélange devenu rare. Cruauté, sentiment, espace, rythme, musique, terreur enfantine, morale simple mais pas simpliste. Le film de 2021 pense que Home Alone est une situation. En réalité, Home Alone est une angoisse. Il pense que la maison est un décor. En réalité, la maison est un corps. Il pense que les pièges sont des gags. En réalité, les pièges sont une dramaturgie. Il pense que Noël est une ambiance. En réalité, Noël est une épreuve morale sous guirlande. Alors oui, ça recommence, mais ça recommence comme un rêve qu'on essaye de refaire volontairement au réveil. Les images reviennent, mais pas la fièvre. Les pièces sont là, mais la maison ne respire plus. Et dans le silence du salon Disney+, on entend presque Kevin McAllister, quelque part dans les combes de 1990, murmurer non pas Keep the change, you have 50 animal, mais quelque chose de plus sévère. La nostalgie n'est pas une mise en scène.